Rebonjour. Voilà, vous êtes maintenant une quarantaine à nous rejoindre. Donc, je pense qu'on va commencer. Donc, je me présente, Estelle Trine, je suis psychiatre, je travaille au CREPSI des Hauts-de-France. Et donc, avec Cyril Grosjean, documentaliste et chargé de communication de la même structure, nous allons assurer de notre mieux la logistique du webinaire de cet après-midi. Déjà, d'emblée, veuillez nous excuser si jamais il y a des errements logistiques. Donc, avant de commencer, quelques informations sur le déroulement du webinaire. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été déposées lors des inscriptions de certains d'entre vous. Et il est possible que le contenu de l'intervention réponde à une partie de celle-ci. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran, afin de poser les questions que vous souhaitez. L'onglet discussion vous permet d'échanger avec tous les participants. Je vois déjà que beaucoup l'utilisent. Et enfin, le webinaire sera enregistré et mis ultérieurement sur le site du CREPSI, sur YouTube et sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra de le visionner ou de le revoir si vous n'avez pas pu y assister ou seulement de manière partielle. Donc, tout d'abord, au nom de toute l'équipe du CREPSI, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre intérêt pour les différentes actions menées par le CREPSI, dont le webinaire de ce jour, organisé dans le cadre des Journées de la schizophrénie 2021, sur le thème de se rétablir, c'est quoi ce délire? Pour cela, messieurs Nicolas Dessau et Eric Kieffer, tous deux usagers, nous proposent de partager leur expérience et leur parcours unique et propre à chacun dans l'exposé intitulé « Le rétablissement dans la schizophrénie, partageons l'espoir ». D'emblée, soyez tous les deux remerciés de votre implication, engagement et investissement en vue de promouvoir la parole de l'usager et de faire passer le message d'espoir d'autant plus précieux en ce temps mouvementé. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire dans le cadre des Journées de la schizophrénie. Nicolas et moi-même, Eric, tenons à remercier le CREPSI Hauts-de-France et son équipe pour son soutien indispensable à la création de cet événement. Cette année, les Journées de la schizophrénie ont un sujet très riche. La schizophrénie, se rétablir, c'est quoi ce délire? Alors, que veut dire le rétablissement? En quoi est-il un but pour les patients des soins psychiatriques? Comment parvenir au rétablissement? Et quelles évolutions apportent de nouveaux concepts? Voilà les questions que nous nous sommes posées pour préparer cet événement. Dans un premier temps, nous allons nous présenter avec Nicolas en expliquant nos parcours vers le rétablissement. Vous trouverez sans doute des grandes différences et aussi de grands points communs. Puis nous livrerons nos réflexions sur le sujet du rétablissement. Nicolas, je te laisse témoigner de ton parcours. Alors, merci Eric. Tout pareil, je tiens à remercier le CREPSI pour cet accueil et à Madame Trine de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Alors, mon parcours dans la maladie qui est la schizophrénie a commencé au lycée, après une forte consommation de cannabis. J'ai commencé à avoir des symptômes de la maladie qui est la schizophrénie. J'ai obtenu mon baccalauréat, mais les études supérieures à l'université se sont avérées très difficiles avec des échecs scolaires à répétition. J'ai eu aussi certaines relations avec des personnes peu fréquentables suite à la consommation de cannabis. J'ai effectué un voyage qu'on appelle un voyage pathologique, c'est-à-dire avec justement une démarche qui est liée à la maladie, qui a été très compliquée et très difficile pour moi et mon entourage. La détresse importante s'est installée à cette époque-là, donc ça remonte à l'âge de 18-19 ans. J'ai demandé quand même de l'aide à mes parents suite à cette détresse importante. Ma première hospitalisation s'est faite en 2003. J'ai commencé par un traitement oral, le Soliant, qui m'a été administré à cette période, mais un traitement oral pour les personnes ayant cette pathologie est difficile à tenir. Et très vite, en 2004, j'ai fait une rechute qui s'est suivie d'une hospitalisation en 2005. En 2005, j'ai eu un nouveau traitement qui, à l'époque, était révolutionnaire parce que c'était un traitement qui permettait une injection tous les 15 jours de Risperdal Consta 50 mg. Et ce traitement m'a permis de retour à une vie normale.
stabilisé. J'ai obtenu un travail en contrat aidé en assistant d'éducation dans un lycée. Ça m'a permis d'obtenir un logement et puis de retrouver une situation normale de travail, de vie quotidienne stabilisée. Et par la suite, j'ai fait des études d'aide-soignant qui m'ont fait intégrer le CHU de Lille en 2009. J'ai fait aide-soignant 2009-2010. Ensuite, le rétablissement et la vie sont devenus quelque chose même d'agréable, puisque je me suis épanoui dans mon travail qui était le brancardage, et j'ai fait une promotion professionnelle pour faire manipulateur radio en 2010. 2010-2013, ça a été les études. Et depuis 2013, j'ai exercé en tant que manipulateur radio en IRM. La diminution du traitement qui a été programmée après 2013, après l'obtention du diplôme, donc ça a été progressif. Ça a commencé par le 25 mg de Risperdal-Consta, m'a tout de suite, dès la diminution, fait revenir les symptômes de la maladie, mais dans le déni. Alors, le traitement par voie orale qui a suivi a fait part à une décompensation totale en 2017 et j'ai été de nouveau hospitalisé en 2018. Et là, j'ai changé de traitement. Je suis passé à une injection de Xipion 100 mg tous les mois. Donc, ça m'a permis un plus grand confort par rapport à l'administration du traitement et le retour à un rétablissement qui me permet, là, au mois de mars, la reprise de travail au CHU. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Eric qui va nous parler du rétablissement et guérison et rémission. Je vais d'abord commencer par mon parcours, puis après je vous parlerai de la guérison et du rétablissement. Je souffre de schizophrénie moi aussi et je suis en soins psychiatriques depuis une vingtaine d'années. Tout a commencé à la fin d'une adolescence sans trop de problèmes, malgré une estime de soi qui était moyenne, comme beaucoup d'adolescents. Puis des moqueries dans la rue à chacun des déplacements. Au début, c'était supportable. Des rires que je promenais pour moi, ou des murmures à mon sujet. Ces paroles qu'on entend sans que quelques mots, sans pour autant comprendre vraiment le sens. Puis des mots qui résonnaient dans ma tête. Il est laid, regarde-le. Puis une agression physique violente après avoir répondu aux insultes. Puis le mutisme. Je me tais et ne réponds plus, pourtant je suis harcelé où que j'aille. J'arrive cependant à rentrer dans une école d'ingénieur par apprentissage. Les mots à mon sujet deviennent des phrases, puis des histoires construites. Cette personne ne me supporte pas, elle me veut du mal. De plus en plus d'histoires, cela devient ingérable. Le peu d'amis qui me restent ne me comprennent pas. Moi, j'ai rien entendu, il me disait. Pour ma part, je répondais, merci de me protéger, mais je suis sûr qu'ils se moquent de moi. Puis un voyage en promotion en sport d'hiver. Impossible de dormir. Ils parlent tous de moi, tout le temps. Mais pourquoi je ne les vois pas parler? Sur des téléphones portables mis en haut-parleur, où ils sont derrière les murs. Puis l'alcool, mon seul échappatoire pour survivre à la souffrance. Et la colère. Complètement désinhibé, je réponds enfin aux insultes. Je comprends aujourd'hui la chance de n'avoir agressé personne. Puis mes collègues qui me disent « Eric, tout le monde t'apprécie ». Et là, ils comprennent. T'hallucines. Ce fut une révélation pour moi. Entre soulagement et effroi, je n'avais pas pensé à cette option. Je suis devenu fou et avait besoin de soins. Je rentre de ce voyage sans savoir ce qui était réel ou pas. Après avoir dormi une journée entière, mes parents appellent mon médecin de famille qui me diagnostique schizophrène et me donne mes premiers anxiolytiques. Puis un rendez-vous à l'hôpital psychiatrique. Par chance, j'ai réussi à ne pas être hospitalisé. Mes premiers neuroleptiques en restant chez moi pendant 3 semaines sans jamais rester seul. Je retourne ensuite à l'école d'ingénieur sans savoir ce qui s'était passé réellement. J'ai fini 6 mois d'études mais ne comprenais plus rien. Finalement, je n'ai pas été diplômé. Puis un long moment au chômage. Sans rien faire de mes journées, sans but, je passais mon temps à attendre le soir et je ne me lavais même plus. J'apprendrai bien après que c'était les symptômes de la schizophrénie, appelés apragmatisme et incurie. Même sans les voir, mon état demeurait inquiétant. J'ai alors été pris en charge par un hôpital de jour. La chute fut si brutale venant de finir des études d'ingénieur. J'étais plein de certitudes et de prétentions. Mais je n'avais plus le choix. J'avais besoin de soins renforcés. M'attendant en rentrant à l'hôpital à voir des fous furieux, dangereux, je suis arrivé et j'ai découvert des monsieur et madame tout le monde.
Après 2 ans de soins, je me suis reconstruit, puis suis retourné au travail. Je pensais en avoir fini avec la schizophrénie. Elle ne respectait plus l'observance de mes neuroleptiques. Prenant de plus en plus de responsabilités professionnelles, j'étais flatté et ne comptais plus mes heures. Cela n'a duré qu'un temps. Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de cette fin de période, si ce n'est qu'un contrôle de la CPAM pour un arrêt maladie, et là j'ai été mis en invalidité. Puis de nouveau l'hôpital de jour, épuisé. Je me rappelle que je pensais être suivi par des agents de la sécurité sociale pour vérifier mon invalidité à chacun de mes déplacements. Et là, la dépression est arrivée. J'étais dévasté. Je me souviens, je restais allongé dans mon canapé, comme écrasé par un poids invisible, et passais mon temps à attendre mes anxiolytiques pour apaiser ma douleur. Je pensais avoir connu le pire avec la schizophrénie, mais cette dépression ajoutée fut la pire de l'étape de ma vie. Le fait de me remémorer cette période me fait encore souffrir aujourd'hui. Puis 2 ans de soins et un changement de traitement beaucoup plus lourd. J'ai enfin compris que la schizophrénie m'accompagnerait toute ma vie. Voulant retravailler, j'ai dû accepter le handicap psychique dont on ne parlait qu'à demi. Je suis retourné au travail en ésator les murs cette fois. Au fil des années, j'ai compris aussi que mon combat contre la maladie pouvait servir aux autres. Depuis, j'essaye de témoigner sur cette lutte quotidienne contre mes symptômes résiduels, mon handicap, et donner de l'espoir en parlant de mon rétablissement. Oui, au jour d'aujourd'hui, je m'affirme rétabli. Mon seul regret est de ne pas avoir connu ce nouveau concept au début de mes soins. Peut-être qu'il m'aurait donné de l'espoir. Peut-être aurais-je compris plutôt que mes neuroleptiques feraient partie intégrante de ma vie et que je ne serais jamais guéri de cette maladie. Rétablissement, guérison, je voudrais faire un point au début de notre intervention au niveau des définitions. La frontière entre chacun de ces termes est étroite, mais les nuances sont importantes pour moi. Comment définir la guérison? Si je regarde dans un dictionnaire, la guérison est la disparition totale des symptômes d'une maladie et des conséquences avec un retour à l'état de santé antérieur. Un état de santé antérieur est le sens qui m'interpelle le plus dans cette définition. Peut-on récupérer totalement d'une ou de plusieurs des compensations schizophréniques? Pour mon avis et pour mon cas, non. Mes 2 décompensations sévères dont je vous ai parlé ont eu un impact terrible en termes de changement de perception du monde qui m'entoure. Je pense que ma personnalité a été particulièrement modifiée par la douleur et les traumatismes de mes délires, le plus souvent paranoïdes, c'est-à-dire dirigés contre moi. Je ne pense pas que je serai un jour tranquille en me baladant dans la rue, même sans les voix qui me harcelaient. Les rires et les murmures me semblent toujours aussi insupportables. Mon système de pensée a été altéré, et même mes soins les plus poussés n'ont rien changé à cela. Puis, dans cette définition du mot guérison, il y a un autre point, qui est la disparition totale, et j'insiste sur le total des symptômes. Au début de mes soins, le médecin psychiatre qui m'avait pris en charge m'a expliqué une règle qui s'appelait les règles des 3 tiers, qui m'avait fait beaucoup réfléchir. Un tiers des patients avaient un épisode aigu de schizophrénie et n'avaient plus besoin de soins et de médicaments après un certain temps. Un second tiers avait des besoins de neuroleptiques à vie. Et le dernier tiers était en chronicité totale, où même les traitements les plus forts n'avaient aucun effet sur leurs symptômes. Je tenais à parler de cette catégorie de patients, dont on n'évoque jamais le sort. Même si la règle des 3 tiers est contestée en termes de proportion, il existe des personnes qui n'ont aucun recours et qui n'auront jamais accès à nos belles théories sur le rétablissement. Je me permets de leur transmettre une réelle pensée émue à eux et à leurs proches. Sur cette théorie des 3 parties, nous pouvons alors dire qu'une seule partie est touchée par la schizophrénie, a accès à la guérison, donc sans symptômes et surtout sans traitement. Je pense également que l'on ne peut pas se dire guéri avec un traitement. Venons-en au rétablissement, ce mot qui nous réunit aujourd'hui et qui est pour moi une évolution majeure dans le monde de la psychiatrie. Apparu il y a peu en France, il définit un concept qui donne un nouveau sens à mon avis sur mon état de santé à l'instant où je vous parle. J'ai abandonné il y a longtemps l'illusion d'une guérison de ma schizophrénie. Et c'est pour cela que mon rétablissement a été une révélation pour moi. Il décrit un état de qualité de vie qui pourrait être meilleur, mais qui cependant me satisfait.
Il va de soi que si je me disais guéri, ce serait un idéal pour moi. Mais le poids de mes traitements neuroleptiques et de mes symptômes résiduels ne me donne pas accès à cette notion. Le rétablissement est aussi cela, un regard conscient sur son état de santé. Le rétablissement est un mot plein d'espérance, un objectif raisonnable et réaliste à atteindre pour les patients en psychiatrie. Il est aussi le symbole que rien n'est perdu et donc source d'espoir. Nicolas, je te laisse la parole pour nous parler de la stabilisation et du retour à la vie normale. Merci Eric. Alors avant de commencer ma partie, je voulais préciser à un participant que oui, j'ai arrêté le cannabis depuis cette période d'hospitalisation qui a commencé en 2003, donc la première hospitalisation. J'ai tout de suite arrêté le cannabis depuis cette période. Voilà, donc là, je vais vous parler de la stabilisation de la maladie et du retour à la vie normale. Le rapport entre la stabilisation de la maladie et la prise de traitement est extrêmement importante dans ce type de pathologie. L'observance du traitement est un facteur hyper important dans le rétablissement. L'arrêt des symptômes positifs au début du traitement est très significatif pour beaucoup de patients atteints de cette maladie. Et après une longue période de stabilité, la diminution des symptômes négatifs. Alors, les symptômes positifs, je vais expliquer, c'est tout ce qui est rajouté à la réalité, donc c'est-à-dire hallucination, délire paranoïaque ou toutes les choses qui sont ajoutées à la réalité. Les symptômes négatifs, c'est tout ce qui est les symptômes qui sont diminuants, donc perte de motivation, ralentissement général. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Donc en premier temps, les traitements permettent tout de suite d'éradiquer les symptômes positifs et en second temps, les symptômes négatifs, mais après, à mon sens, une longue stabilisation. La stimulation du quotidien et les activités de la vie courante permettent aussi, comme à tout à chacun, un épanouissement qui est très important pour l'équilibre et le rétablissement. La problématique qui existe chez tout individu sur l'inactivité comme facteur de blocage et de difficulté à s'épanouir, c'est-à-dire que si on reste inactif, par exemple, dans une période d'arrêt de travail ou de chômage, etc., est problématique pour tout à chacun. Et de la même manière, ça va poser un problème pour les personnes qui sont schizophrènes, accentuées bien sûr par la pathologie. Dans le rétablissement, il est important de créer une transition entre la stabilisation et la stimulation au quotidien avec une bonne hygiène de vie. Par exemple, il est connu chez les schizophrènes que le sommeil peut impacter énormément et avoir un sommeil régulé et pas se retrouver, par exemple, comme dans les périodes de symptômes positifs, à dormir le jour et se réveiller la nuit, vivre la nuit. Et ben, reprendre une activité normale, reprendre un rythme normal, ça fait partie de l'hygiène de vie et c'est très important pour le rétablissement et la stabilisation de la maladie. Tout ceci concourt à un épanouissement de l'usager et l'incite à participer à la vie de la cité. J'en parlerai par la suite. Je laisse la parole à Eric pour nous parler de « À chacun son rétablissement ». Je dirais en effet à chacun son rétablissement. Si pour moi le rétablissement est une qualité de vie, il va de soi qu'il est parfaitement subjectif. Ma pathologie et mon histoire me sont propres. C'est la difficulté des soins en psychiatrie, qui ne sont pas une science exacte. Les besoins et les résiliences varient énormément d'un individu à l'autre. Mes souffrances, mes sensibilités ne sont pas celles d'un autre patient. Il est pour moi certain que ce que j'appelle rétablissement est avant tout mon rétablissement. Ce qui m'amène à poser la question, est-il possible que quelqu'un d'autre me dise que je suis rétabli? Je ne pense pas. En revanche, je pourrais me dire rétabli en pleine décompensation, avec un jugement altéré par la schizophrénie. Nous parlons souvent des périodes de souffrance de la schizophrénie, mais on a aussi des périodes d'exaltation intense qui peuvent nous mettre en danger. Le rétablissement est une notion très complexe. Appartient-il au patient lui-même ou à ses soignants? Appartient-il aux soignants de l'expliquer puis de laisser les patients seuls juges de leur état de santé? Se dire rétabli est-il un renoncement au corps mieux-être? De nombreuses questions se posent si nous prenons le temps de réfléchir.
Est-ce la nouveauté du concept qui fait cela, ou est-ce que c'est tout le monde qui essaye de s'approprier ce mot? Je n'ai aucune réponse à ces interrogations. Je me dis tout de même rétabli, sans pour autant être contesté par mes soignants et mes proches, ce qui me conforte dans cette idée. Nicolas, je vais te laisser la parole sur la prise de conscience du diagnostic et éviter les rechutes. Merci Eric. Donc sur cette 6e partie, sur la prise de conscience du diagnostic et éviter les rechutes, il est important de signaler que le diagnostic, pour sortir du déni, est incontournable, ce qui représente une première étape pour le sujet d'aujourd'hui, le rétablissement. Le diagnostic sert aussi à l'investissement de l'usager dans son parcours de santé. C'est-à-dire que prendre conscience de sa maladie nous fait entrer dans un processus où on est acteur pour sortir pour entrer dans le parcours de santé. Le diagnostic est indispensable à une vigilance sur les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie, les symptômes que je vous ai expliqués juste avant. Donc, la conscience de l'usager de son diagnostic lui permet d'être plus attentif à ces symptômes. Lorsque le patient est alerte sur son état de santé, il sait prévenir et anticiper. Ceci permet un parcours plus stable et surtout adapté à chaque période de la vie. C'est-à-dire qu'on va passer par des périodes de moins bien ou de mieux-être, et l'observance sur du long terme permet un rétablissement également sur du long terme. L'usager est attentif aux facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, c'est par exemple la consommation d'alcool ou de cannabis, ou les situations déclenchantes de rechute, par exemple un stress chronique ou une situation délicate, par exemple, qui peut être au travail. Tout ceci concourt à une prolongation des rétablissements à long cours, c'est-à-dire que tous ces points de conscience sur le diagnostic permettent le rétablissement dont on parle sur le long terme. Je vais laisser la parole à Eric pour la 7e partie. Le rétablissement est aussi un combat de tous les jours où on peut perdre son rétablissement. Merci Nicolas. Le rétablissement n'est pas un état constant. Je dirais même qu'il se mérite. C'est un combat de tous les jours. Atteindre le rétablissement est un long parcours, fait d'une prise de conscience de la maladie et de son acceptation. Il est même théorisé en plusieurs étapes, dont je vous parlerai plus tard. Se dire rétabli est aussi un deuil de l'espoir de la guérison. Même si à chacun son rétablissement, il est à chacun de faire les efforts nécessaires pour se maintenir en bonne santé. Mon sacrifice le plus lourd est de prendre des neuroleptiques, qui me fatiguent énormément. Je dors une dizaine d'heures par jour et dois travailler à temps partiel. L'épuisement pouvant me ramener à une nouvelle décompensation. Je me soumets alors à une hygiène de vie assez stricte, qui me permet peu d'écart. D'autres points de vigilance sont nécessaires, comme le stress que je gère très mal, ou encore l'appel à un professionnel de santé quand mon état psychique se dégrade. Il n'est pas évident de se dire que ses propres conditions de santé psychique se détériorent. Il faut l'accepter. Le rétablissement n'est jamais acquis. Il demande un effort continu, car on peut le perdre très rapidement. Les soignants, qui au passage ne sont pas tous formés à la philosophie du rétablissement, sont un appui considérable pour veiller et nous orienter dans cette lutte quotidienne. Savoir leur demander de l'aide est un point fort, quasi essentiel. Une mauvaise relation avec son psychiatre peut être dommageable. De nombreux patients sont en opposition avec leurs soignants. Pourquoi? Je pense que les personnes qui nous prennent en charge au niveau psychique sont le plus souvent à la hauteur de l'enjeu. Mais les soins psychiatriques sont avant tout une relation entre êtres humains. Parfois, les visions de chacun peuvent diverger. Le soignant est aussi le reflet de notre état psychique. Lors d'une décompensation, il est le premier à nous alerter. Et ce message n'est pas facile à accepter. Le psychiatre a aussi le rôle du gestionnaire de nos médicaments. L'augmentation de nos neuroleptiques peut être vécue comme un aveu que nous n'arrivions plus à gérer notre schizophrénie et ses symptômes. Une relation de confiance est essentielle. J'ajouterai qu'il est du devoir du patient de connaître sa pathologie et aussi de celui du professionnel de prendre le temps de lui expliquer. Cette relation doit être équilibrée à mon sens, et ce n'est pas toujours le cas. Perdre l'esprit ne signifie pas que l'on ne peut pas comprendre.
Une relation de hiérarchie entre son soignant et le patient ne peut qu'apporter un sentiment de révolte du malade. Ne pas adhérer à son traitement ou à ses soins ne peut que nuire à leur effet bénéfique. Je dirais même produire l'effet contraire de celui espéré. Des nouvelles notions comme le rétablissement et l'empowerment permettent aujourd'hui de prendre un autre angle de vue de ces relations. Nicolas, tu vas nous parler maintenant de la vie sociale comme un facteur favorisant la stabilité. Merci Eric. Du coup, la vie sociale qui favorise la stabilité et l'insertion dans la vie de cité, le rétablissement dans la maladie est comme tout à chacun, comme les personnes en pleine santé, un entretien d'un tissu social pour l'épanouissement affectif. La maladie peut isoler l'usager, ce qui est mauvais pour la stabilisation. Le fait de vivre dans la cité avec d'autres personnes stimule l'usager dans ses interactions et comble le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, comme l'indique la pyramide de Maslow. Maslow, donc, on pourra en parler après dans les questions-réponses, qui a classé les besoins humains selon une pyramide. L'interaction avec des amis, la famille et le reste de la société donne une stabilisation émotionnelle propice au rétablissement, à une stabilité à long terme. Être entouré permet aussi aux personnes proches d'être vigilants à tout symptôme et devenir des points alertes si nécessaire. Donc, c'est-à-dire que si on a des gens proches qui sont conscients de notre pathologie et qui nous accompagnent, ils peuvent éventuellement nous alerter sur des éventuels comportements qu'ils trouveraient étranges, bizarres ou qui ne sont pas habituels. La vie sociale et l'intégration dans la société permet d'être entouré de personnes qui deviennent des personnes ressources de nos activités au quotidien. Donc, les personnes ressources, j'en parlerai au point 11, qui sont les personnes ressources soit dans le milieu professionnel ou soit dans le réseau personnel. Je laisse la parole à Eric pour nous parler du rétablissement et des handicaps psychiques. Merci Nicolas. Le rétablissement est certes une grande source de bien-être, mais il ne faut pas oublier qu'il existe un handicap psychique qui est présent dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'un handicap? Un handicap est pour moi une somme de difficultés qui crée des empêchements dans un milieu de vie courant ou non adapté. Alors que peut être le handicap pour une personne concernée par la schizophrénie? Je dirais que le handicap de la schizophrénie découle de deux grands facteurs pour celui qui connaît cette maladie. Il y a une part due aux symptômes de la pathologie, puis une part de son impact sur les fonctions cognitives. Il y a deux types de symptômes de la schizophrénie, comme Nicolas l'a dit, les dits positifs et les négatifs. Les positifs altèrent la perception de la réalité de celui qui en souffre. Ils regroupent les hallucinations, les idées délirantes, comme celle de persécution. Les difficultés d'une personne en crise sont très invalidantes, mais peuvent se traiter notamment avec les neuroleptiques. Puis, il y a les symptômes négatifs, beaucoup moins connus, car moins impressionnants, et peuvent être cependant une grande source de difficultés dans le quotidien. Le symptôme négatif, pour moi, le plus invalidant est le pragmatisme. C'est l'incapacité à commencer une action, quelle qu'elle soit. Les proches peuvent penser que cela est de la fainéantise. Mais ce manque d'impulsion, difficile à traiter, même avec les médicaments, est source de grande culpabilité. La volonté pour faire les choses ne suffit plus. Il faut lutter contre soi-même, ou plutôt contre la maladie, et devenir alors déterminé. Je vous laisse imaginer quelles dépenses d'énergie nous devons déplacer chaque jour pour une journée qui vous semblerait normale. Être rétabli laisse une marge de symptômes qui, pour mon cas, sont plus dans le domaine négatif. Cependant, et pour être honnête, quand je suis fatigué, ma perception de mon environnement reste hostile. Il s'agit alors, pour moi, d'une réflexion énergivore pour me dire que cela est dû à la maladie et non aux autres. Cela s'appelle des symptômes résiduels, qui sont gérables malgré la douleur qu'ils procurent. Puis il y a les troubles cognitifs. Pour rappel, les fonctions cognitives sont séparées en deux groupes. Les froides, qui regroupent les raisonnements logiques, les capacités d'organisation et la mémoire, et les chaudes, qui sont les fonctions interpersonnelles, par exemple dans la lecture des émotions. Avec ces définitions, je vous laisse imaginer l'importance de ces fonctions cognitives dont nous nous servons tout le temps sans même y penser. Pour mon cas, ce sont les fonctions cognitives sociales qui ont été le plus impactées.
Est-ce les années de décompensation ou mes anciennes hallucinations qui m'empêchent aujourd'hui de ne lire qu'uniquement l'agressivité quand j'essaye de comprendre et de lire l'émotion de celui ou celle à qui je parle? Ce ne serait peut-être qu'un détail, cette lecture des émotions et des intentions des autres, mais c'est pénible pour moi et je n'ai pas accès à la réalité de l'autre. Il y a d'autres difficultés cognitives, comme le manque de mémoire, l'incapacité d'organisation. Certains de mes compagnons de soins et de souffrance étaient en difficulté, par exemple, pour faire leurs courses ou même se préparer à manger. Nicolas, tu vas nous parler maintenant de l'intérêt de l'insertion dans un milieu ordinaire et des personnes ressources. Merci Eric. Donc l'intérêt de l'insertion en milieu ordinaire, exemple, les contrats aidés. De la même manière que le tissu social est important, l'insertion des usagers dans le milieu ordinaire permet à l'usager de s'identifier comme citoyen en part entière. L'insertion en milieu ordinaire permet de rapprocher de la définition de la santé de l'OMS comme l'individu cherchant l'épanouissement et non pas uniquement l'absence de maladie. Dans mon expérience personnelle, un contrat aidé m'a permis de travailler avec d'autres personnes de mon âge dans la même situation professionnelle et dans le même type de parcours. Donc, je m'explique, j'ai pu travailler en tant qu'assistant d'éducation dans un lycée et je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui avaient mon âge, autour de mon âge, et qui avaient aussi également soit loupé leurs études universitaires ou soit pas trouvé de voie universitaire à faire après le baccalauréat. Et donc, ça m'a rassuré, ça m'a permis de me dire que j'étais comme tout le monde et que je pouvais travailler et vivre comme tout le monde dans la société et dans la vie courante. Le retour au milieu ordinaire dans le rétablissement permet une meilleure estime de soi et de vivre avec la maladie comme toute maladie stabilisée. Je pense par exemple au diabète ou le patient en rémission de cancer. Dans le diabète, le patient doit prendre des injections des fois quotidiennes. Nous, c'est pareil, dans la schizophrénie, nous avons notre injection et ça nous permet de vivre une vie stabilisée, normale. Le travail, de manière générale, est un facteur d'épanouissement fort. Dans les besoins de Virginie Anderson, c'est s'occuper en vue de se réaliser. Ces besoins fondamentaux pour tout à chacun. Virginie Anderson, c'est une infirmière qui a établi les 14 besoins fondamentaux qui sont perturbés lors d'une apparition de maladie. Et ces besoins sont, comme elle le dit, fondamentaux pour tout être humain. Donc, s'occuper en vue de se réaliser permet, dans l'exercice d'un travail, l'épanouissement de l'usager, comme tout à chacun. Donc, ma 11e partie, c'est sur les personnes ressources dans l'entourage professionnel et personnel. Les personnes ressources sont très importantes pour les patients atteints de schizophrénie. Elles permettent un lien de confiance, de parole libre, honnête, sur les situations vécues de l'usager. Donc, les personnes ressources, ça peut être les personnes de notre quotidien, la famille, les amis proches, mais aussi des collègues au travail ou des gens qui sont comme, par exemple, les soignants qui nous voient régulièrement au CMP ou ça peut même être notre pharmacien qui a l'habitude de nous voir. Le rétablissement n'est jamais acquis. L'usager a besoin d'avoir des personnes qui l'alertent, qui l'accompagnent en cas de trouble. La parole libérée sur le ressenti de l'usager est primordiale. À mon humble avis, je pense que c'est nécessaire de se libérer sur cette parole dans le sens où si on n'ose pas dire que j'ai eu un drôle de comportement ou j'ai commencé à être un peu parano ou si on n'arrive pas à dire les prémices des symptômes, ça va nous freiner sur une réponse rapide et ne pas sombrer et ne pas engager une décompensation plus importante. Les personnes ressources dans les milieux professionnels est aussi très importante. La situation du stress au travail ou la perte de repères peuvent être très dommageables dans le rétablissement. Il est très important que l'usager ait un ou plusieurs interlocuteurs vers qui se tourner en cas de difficulté, pour ne pas attendre, encore une fois, que les symptômes de la maladie reviennent. Donc, dans le milieu du travail, le concept de personnes ressources existe depuis longtemps chez les soignants. Pour tous les travailleurs dans la santé, le besoin d'avoir un collègue avec qui il peut se confier sur ses pratiques ou avoir des questions qui sont très importantes
Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on est en handicap psychique. Donc, le concept de personne ressource existe dans le milieu du travail professionnel dans la santé. C'est très important pour les personnes qui ont une faiblesse dans la maladie, qui puissent également profiter de ces personnes ressources pour témoigner et expliquer leur vécu. Ou, par exemple, si vous êtes stressé au travail, vous dites bah, je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas si ma pratique est bonne, et ben, vous pouvez voir un collègue qui va vous dire ne t'inquiète pas, tu as bien fait, c'est bien le protocole qui était à suivre, etc. Et vaut mieux avoir une personne ressource vers qui se tourner et que cette personne nous rassure sur notre protocole qui a été bien fait, que de s'imaginer ou de rentrer dans des principes un peu de paranoïa qui vont peut-être déclencher des symptômes positifs de notre maladie. Je vais laisser Eric nous parler de être dans le partage. Non, pardon. Le rétablissement est-il source d'empowerment, droit et devoir du patient? Merci Nicolas. Il y a un autre concept qui est né dernièrement avec le rétablissement. Il s'agit de l'empowerment. Que cela veut dire? L'empowerment est avant tout le droit à chaque patient à l'autodétermination. Cette notion n'est pas toujours respectée, à savoir que le patient devrait être le principal acteur de ses soins et donc de son rétablissement. Il permet de remettre en question la relation parfois hiérarchique entre soignants et soignés. D'où la phrase un peu compliquée du « jamais pour nous, sans nous ». Il ne s'agit de ne plus avaler un médicament sans savoir pourquoi on le fait. Un effort de pédagogie est à faire aussi par le prescripteur. Mais pour moi, il n'y a pas de droit sans devoir. Le devoir de patient, du patient, et surtout envers lui-même, est de chercher à comprendre et à apprendre sa pathologie et ses traitements pharmaceutiques. Ce raisonnement a certes une limite, qui est celle de la capacité de chaque patient à intégrer les informations qui lui permettent une plus grande autonomie. Alors le rétablissement est-il source d'empowerment ou l'empowerment est-il source de rétablissement? Pour moi, les deux sont étroitement liés. Se dire rétabli offre la possibilité d'une certaine émancipation médicale. En effet, je ne suis pas guéri et je ne serai peut-être jamais guéri, certes, mais je suis rétabli et stable. J'estime avoir, à la fois par rapport à leurs proches, mais aussi par rapport j'estime avoir des droits en tant que malade, même si dans des périodes de ma vie, je n'étais plus apte à prendre des décisions quelles qu'elles soient. Mon psychiatre est un guide, un prescripteur maintenant. Attendre une guérison qui ne viendra peut-être jamais, en se laissant porter, ne me suffit plus, depuis que je me dis rétabli. Pour moi, l'empowerment est aussi une source de rétablissement. Le rétablissement est aussi une autonomie. Je vous parlerai tout à l'heure des 5 étapes du rétablissement, où la dernière d'entre elles s'appelle la croissance, qui est avant tout la propre prise en main de son destin de la personne concernée et son autogestion. Nicolas, pour toi, alors, qu'est-ce que être dans le partage de l'expérience de la maladie? Comment peut-il éviter l'isolement du patient? Pardon. Merci Eric. Alors, être dans le partage de l'expérience de la maladie pour éviter l'isolement du patient. Donc, ça fait suite à déjà tout ce qu'on a dit au préalable. L'usager a besoin d'un retour d'expérience des personnes qui vivent avec la même maladie. C'est encore le besoin d'appartenance de Maslow. Donc, je m'explique, le besoin d'appartenance de Maslow, c'est dans la classification des besoins, Maslow a mis sur sa pyramide les besoins fondamentaux de donc, se loger, se nourrir, la sécurité en premier, et monter progressivement dans les besoins. Et là, le besoin d'appartenance doit être le 5e ou 6e besoin dans la pyramide. C'est des besoins qui sont intrinsèques à l'humanité, qui sont des besoins de vie pour tout le monde. On se sent mieux face à l'épreuve lorsqu'elle est partagée. On peut s'inspirer des méthodes et des solutions qui ont fonctionné. Quand quelqu'un nous fait part de comment il a traversé la maladie, qu'est-ce qu'il a fait pour aller mieux, comment il a vécu, etc., ça nous permet d'être moins seuls dans cette épreuve. Le partage d'expérience permet aussi de lever les tabous sur la maladie psychique, parce que comme vous savez tous sur la maladie, surtout la schizophrénie, il y a beaucoup de tabous, la parole n'est pas encore libérée.
et de pouvoir le partager avec d'autres usagers qui le vivent. Ça nous permet une vraie liberté dans l'échange. Le partage d'expérience permet également d'en parler dans la société, dans les médias, avec un autre regard, ce qu'on fait par exemple aujourd'hui. On en parle dans les médias et ça nous permet d'avoir un autre regard sur la pathologie, d'apprendre comment chaque usager le vit et de déstigmatiser cette maladie qu'est la schizophrénie. Le partage d'expérience est très important pour l'opinion publique, pour qu'elle connaisse mieux ce que les patients vivent, les patients donc, qui sont atteints de schizophrénie. L'opinion publique a besoin de support, comme on fait aujourd'hui, pour prendre conscience de ce que l'on vit. Le regroupement des usagers permet également de connaître les droits et de défendre ensemble les droits, le droit que les usagers ont. Par exemple, les lois Kouchner sur les droits des usagers, c'est bien de les partager, que chacun sache quels sont ses droits et d'être ensemble, ça nous permet de mieux diffuser les informations. Se sentir unis dans un même combat, dans un élan positif et constructeur pour tout usager, ça donne un côté positif de se dire on est ensemble et ça donne un élan et c'est très constructeur. Tout ceci est toujours en lien avec une stabilisation à long terme de l'usager et de vivre sous un rétablissement comme une personne à part entière. L'objectif, c'est que chaque usager qui est atteint de cette pathologie retrouve une vie normale et soit une personne à part entière dans la société. Je vais laisser la parole à Eric qui va nous parler du rétablissement et l'éducation thérapeutique du patient. Merci Nicolas. Sur le long chemin vers le rétablissement et l'empowerment, le soin qui m'a le plus aidé est l'éducation thérapeutique du patient. Le principe de cet atelier est d'apprendre aux patients les principaux symptômes et les traitements de la pathologie. Ça peut être dans n'importe quelle pathologie, de la dépression au diabète. L'intérêt principal de ce soin pour moi, et qu'il s'agit bien d'un soin, est de prendre en premier lieu une pleine conscience de ces troubles. Il arrive, par exemple, pendant les séances, de découvrir qu'une gêne dans le quotidien est en fait un symptôme de la maladie. Par exemple, l'apragmatisme, dont je parle souvent aujourd'hui, un symptôme les plus invalidants de la schizophrénie, qui empêche le patient d'entamer une action et qui est vécu souvent comme une culpabilité, alors qu'il ne s'agit pas de fainéantisme, mais d'une partie importante du poids de la schizophrénie. La pleine conscience des troubles est aussi une part importante du rétablissement. L'éducation thérapeutique permet une autonomie dans les soins, qui est un grand facteur d'empowerment et de rétablissement. Dans l'idéal, nous, les patients, devrions être source de propositions au choix de nos traitements. Et il faut donc savoir à quoi sert un neuroleptique ou un anxiolytique. Le meilleur moyen de conserver son rétablissement est de connaître comment se maintenir dans cet état. Qui peut mieux que nous connaître les sensations d'une rechute ou d'un moins bien? Mais le rétablissement peut être défini par des étapes plus fines. En effet, il existe une théorie plus complète et moins connue sur le rétablissement, pourtant accessible au plus grand nombre de patients. Il s'agit d'un rétablissement plus théorique, plus académique. Mais je dirais que ce dire rétabli a un sens aussi au niveau du vécu. En revanche, ce que j'ai découvert, le rétablissement en 5 étapes, mon avis a changé. Mon principal objectif est d'avoir une définition de mon état de santé à l'instant T. Le parcours du rétablissement avec ces étapes permet un autodiagnostic plus précis. Quelles sont ces 5 étapes du parcours de rétablissement? La première et la plus douloureuse est le moratoire, qui est la perte d'espoir total et une impossibilité de se projeter dans l'avenir. Puis la conscience, une période où l'on réalise qu'il y a une sortie possible à la pathologie et un espoir retrouvé. Ensuite, la préparation, qui est un temps d'analyse des forces et des faiblesses dans le but d'un nouveau projet de vie. La reconstruction, avec la réalisation du projet de vie. Et enfin, la croissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une étape où le patient devient autonome dans son quotidien et ses soins. Ces 5 étapes peuvent se succéder et aller de façon croissante et décroissante. Il me semblerait judicieux de les enseigner à une large majorité de patients. Cela donnerait par exemple de l'espoir en voyant que le rétablissement est avant tout un parcours de vie. Savoir au moratoire où on perd tout espoir que cette étape n'est qu'une étape et qui serait un premier pas vers la conscience où on réalise qu'un futur est possible. Pour conclure,
Je dirais que oui, le rétablissement de la schizophrénie est possible et est une véritable réalité et une réussite. Être rétabli devrait être un but pour chacun de nous. Le rétablissement est un long parcours fait de haut et de bas, de rechute et de bien-être. L'important pour moi est de garder l'espoir et de me dire qu'à chaque instant de ma vie, le mieux est possible, même si je ne serai jamais guéri. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Alors, pour conclusion, je veux tout d'abord rappeler que le rétablissement n'est jamais définitif dans la schizophrénie, dans le sens où toute décompensation ou tout symptôme peut revenir si, par exemple, on a des difficultés liées au stress, liées à une mauvaise hygiène de vie ou des mauvaises habitudes. Donc, ce n'est jamais définitif, le rétablissement. Et comme tout à chacun, l'épanouissement est multifactoriel. Multifactoriel dans le sens où on sait que l'épanouissement des individus est lié à plusieurs facteurs de son quotidien. Et pour les usagers atteints de schizophrénie, c'est exactement la même chose. L'usager en situation de handicap doit avoir une vigilance plus importante sur la situation à risque. Lorsqu'on est schizophrène, on a des situations à risque, comme le stress, je parlais du stress, mais ça peut être aussi une consommation de cannabis, d'alcool, ça peut être une mauvaise habitude comme mal dormir, qui sont des situations à risque pour quelqu'un qui est atteint de schizophrénie. Le rétablissement doit permettre à l'usager un retour à une vie dans la cité et intégrer dans la société. C'est-à-dire que pour déstigmatiser la maladie de la schizophrénie, l'intégration des patients qui sont en rétablissement, pour moi, est très important pour l'épanouissement, encore une fois, et la vie intégrée dans la société. Le patient schizophrène peut vivre une vie en cachant sa maladie. Par exemple, j'ai travaillé pendant des années sans que les collègues se doutent que j'étais atteint de schizophrénie. Mais peut-être que la société doit faire un chemin pour ne pas diaboliser cette maladie. Si on doit cacher cette maladie, c'est bien parce que l'image que la société véhicule de cette maladie est très négative. Donc, peut-être que la société doit faire un pas vers les usagers pour mieux les intégrer. J'espère que l'expérience du rétablissement permettra un meilleur regard sur cette maladie et que nos témoignages et les témoignages des patients et des usagers permettront de dédiaboliser et déstigmatiser la schizophrénie. Merci. Merci. Merci beaucoup à vous deux, Nicolas et Eric. Ce fut très intéressant. Donc, il y a eu beaucoup de questions, donc j'ai essayé un petit peu de les regrouper. Déjà, il y a beaucoup de questions sur justement le déni. Comment faire face? Comment avancer avec quelqu'un qui est dans le déni? Est-ce que c'est un frein au chemin de rétablissement? Et aussi, comment aborder le sujet avec un proche malade qui est dans le déni? Vas-y, je t'en prie. À mon sens, le déni, c'est vraiment la première étape. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est, en tout cas, je vais parler pour moi, lorsque j'ai commencé à avoir des symptômes, on rentre dans des processus lorsqu'on est schizophrène où on va s'expliquer les symptômes pour les normaliser. C'est-à-dire on sait par exemple que les voix, ce n'est pas normal, on sait que la parano, elle n'est pas normale, mais on va rentrer dans des processus psychiques qui vont trouver des réponses comme si c'était normal. Et si la personne se conforte là-dedans, elle ne pourra pas rentrer dans le rétablissement, c'est évident. Il faut d'abord que la personne sorte du déni. Et sortir du déni, moi, pour ma part, ça a été la détresse affective. C'est-à-dire que lorsqu'on souffre des voix, lorsqu'on souffre de paranoïa, on est dans une détresse profonde. Et moi, c'est cette détresse qui m'a fait franchir le pas. C'est-à-dire que j'en avais marre de souffrir, j'en avais marre d'être parano, j'en avais marre d'entendre des voix. Et je me disais, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et c'est ça qui m'a fait accepter et qui m'a fait sortir du déni. Mais évidemment, c'est peut-être différent pour chaque personne qui vit ça.
Mais voilà, je ne sais pas, Eric, si tu veux Ouais, je voudrais ajouter qu'il y a pour moi deux aspects. Le déni au départ, quand on n'est pas au courant de la maladie, en fait, on n'est pas assez informé aussi pour savoir qu'il est possible d'avoir des hallucinations. Donc le déni est de dire c'est les autres. Mais en fait, non, c'est notre cerveau qui fabrique. qui dysfonctionne. Mm. Puis après, il y a le déni quand on retombe malade. C'est-à-dire que le diagnostic avait déjà été posé. Et là, pour moi, pour ma part, c'est plus un refus de voir que j'arrive plus à gérer la maladie, en fait. Et ben, voilà, c'est pour ça que je pense au déni, en deux parties. Une première partie avant le diagnostic et après le diagnostic. Alors justement, il y a une question, c'est est-ce que vous avez fait le deuil de la personne que vous étiez avant la maladie, la jeunesse, l'adolescent? Et est-ce qu'aujourd'hui, avec un traitement à vie, vous pensez toujours la personne que vous auriez dû être sans la maladie? Vas-y, je t'en prie. C'est une question qui est très profonde déjà. Et oui, je pense que des fois, j'ai des regrets sur ma vie en disant que si je n'avais pas connu la maladie, je serais quelqu'un de différent. D'accord. Pour ma part, comment dire, c'est partager ma réponse dans le sens où j'ai la conviction, l'optimisme ou la foi dans un rétablissement qui permet le retour à une vie normale. Donc, j'ai pas, je pense pas comme faire un deuil de sa vie normale avant la maladie. Je pense que quelqu'un qui est schizophrène, mais qui a un long parcours de rétablissement, qui a un long parcours de stabilisation, peut revivre une vie avec tous les espoirs qui sont permis. Et ça a été mon cas. Donc, je ne pense pas qu'il faille faire un deuil ou s'imaginer sa vie autrement. C'est sûr que si je n'avais pas été malade au niveau du bac, j'aurais eu des meilleures notes. Si j'avais eu des meilleures notes au bac, j'aurais pu faire une grande école comme je voulais. Si j'avais fait une grande école, je n'aurais pas eu le même travail. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Tout le monde a des situations où on est dans des échecs et se dit, bon, bah, si j'avais fait autrement. Et en fait, la vie, des fois, donne des secondes chances, comme l'école de manipulateur radio, pour moi, ça a été une seconde chance. Et pourtant, j'étais déjà schizophrène depuis plus de 10 ans. Donc, je pense que ça n'empêche pas de rebondir avec des ressources lorsqu'on est stabilisé. Merci beaucoup. Et justement, il y a aussi une question par rapport à la place des parents dans le processus de rétablissement. Et puis, quelle relation justement vous avez avec votre entourage? Est-ce que ça a permis justement aussi voilà, un petit plus dans le parcours? Comme Nicolas disait, c'est les personnes ressources pour moi. Ils sont essentiels. Je pense qu'il y aurait peut-être eu des tentatives de suicide si mes parents n'étaient pas là. Il faut être franc. Et ce maintien de relations familiales est essentiel pour moi. Je pense que s'ils n'étaient pas là, je ne serais plus là non plus. C'est un peu compliqué. Moi, mes parents, pareil. Enfin, il y a des liens avec ce que tu dis, Eric, dans le sens où moi, quand j'étais vraiment dans mon premier épisode psychotique où j'ai complètement décarroché, en fait, ça m'a paru évident qu'il fallait que j'en parle à mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une évidence de me dire, bah là, Nicolas, tu perds pied, tu sais plus ce qui se passe, etc. Il faut que tu le dises à tes parents. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, le jour où mes parents sont venus dans mon appartement et que j'étais très mal. Et je leur ai expliqué pour la première fois de ma vie que j'entendais des voix, que je savais plus ce que je faisais, etc. Et tout. Oui, c'est évidemment des personnes ressources pour moi. Mais après, évidemment, lorsqu'on évolue dans sa maladie, lorsqu'on on sort du déni, on sort des premiers chocs face à cette pathologie, on sait qu'on a plusieurs personnes ressources. Par exemple, le frère, la sœur, la cousine, les amis proches, etc. Si les gens savent, c'est ce que je vous expliquais dans
dans plusieurs paragraphes. Les personnes ressources, ça peut être aussi un collègue de travail avec qui vous avez très confiance et ça peut être quelqu'un qui va être là si vous avez des difficultés. Donc les parents, évidemment, mais je pense que c'est tout un réseau autour de l'usager qui est très important. Oui. Alors, avant de parler justement du réseau, il y a une question sur le fait, est-ce que vos parents ont évolué à la même vitesse que vous dans le processus? Bah, dans le processus Dans le processus justement de l'acceptation. Oui, et de vous accompagner aussi effectivement pour la suite. Je pense que... comment expliquer ça? Enfin, mes parents n'ont pas aussi vite avancé que moi, mais c'est en partie de ma faute aussi. C'était à moi de leur dire mon vécu, c'était à moi de leur expliquer la maladie. Et ils se sont un peu trouvés dépourvus sans information, en fait. Je ne sais pas pour toi, Nicolas. Bah, pour ma part, je pense que, si vous voulez, moi, dans le déclenchement de la maladie et dans les premiers symptômes, j'ai été très longtemps dans le déni et la difficulté a été que j'accepte les soins, que j'aille à l'hôpital, et du coup, mes parents, c'était plutôt eux qui voulaient que je me soigne et moi qui étais dans le blocage au début. Hein. Et après, lorsque j'ai été pris en charge et que j'ai eu les soins, etc., le processus s'est fait, on va dire, de façon synchronisée, quoi. On était tous, la famille, les proches, les amis, en disant bah, maintenant, il faut aller d'avant, tu as ton traitement, etc., et il faut rebondir. Je vais me permettre une question. Oui. Est-ce que tu as voulu les protéger à un moment donné? Ou c'est eux qui te protégeaient davantage? Protéger, non. Je pense en fait, après, ça a été, mes parents se sont souciés de comment j'évoluais dans ma maladie, mais je pense que ça a été aussi, mais comme toute personne qui a n'importe quelle maladie, j'ai envie de dire. Demain, vous avez, j'en sais rien, même vous cassez le bras, vous allez à l'hôpital, c'est le médecin qui vous prend en charge, les infirmières, et ben, avec mes parents et mes proches, ça a été un peu de la même manière. Tu as une maladie, il faut que tu te soignes. Et il n'y a pas eu de truc de les protéger ou me protéger. C'était plus, j'étais dans un processus de soins ou un parcours de soins. En fait, le parcours de soins qu'on applique pour toute pathologie, et ben, c'est ce que j'appliquais pour ma maladie. Et ça s'est très bien passé avec ma famille, mais tant que je me soignais. C'est-à-dire que si on est dans le déni, c'est toujours le problème de la schizophrénie. Voilà. Bien, alors, vous parlez tout à l'heure, on a parlé de la famille, vous avez parlé aussi des amis, etc. Et donc, il y a une question voilà, sur les relations sociales. Est-ce qu'elles sont possibles en dehors des soignants et de la famille? C'est dans une de mes parties, en fait. Enfin, dans plusieurs de mes parties, c'est quand je parle de l'intérêt de l'insertion en milieu ordinaire, contrat aidé, ou quand je parle de la vie sociale en facteur favorisant de la stabilité, j'ai envie de répondre évidemment que c'est possible de s'intégrer, évidemment que c'est possible de... Alors après, je dis évidemment, c'est quand le patient est stabilisé. Quelqu'un qui est en pleine période psychotique, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais quelqu'un qui est en pleine période psychotique, dans le déni et qui est en pleine hallucination, en pleine paranoïa, c'est évident que la sociabilisation, c'est très compliqué, quoi. Enfin, ça va de soi. Par contre, encore une fois, quand on est dans la schizophrénie stabilisée, dans le rétablissement et dans une vie qu'on essaye le plus normal possible, évidemment que la sociabilisation, c'est important et c'est possible, mais c'est même important pour aller mieux et pour entretenir justement un rétablissement. Ça fait partie de l'équilibre humain. Moi, je dirais que j'ai gardé très peu d'amis d'avant la maladie, mais j'ai gagné beaucoup d'amis pendant mes soins, en fait. Des amitiés très profondes où on ne sait pas. C'est très beau à vivre, en fait. En revanche, il y a beaucoup de monde qui est parti à ma première décompensation. C'est sûr. Voilà.
Et comment vous expliquez? Ça fait peur. Oui, Ça c'est ça. Oui, voilà, d'accord. Bien. On a encore un effort à faire. Ouais, c'est la stigmatisation de cette pathologie. Hein. Ouais, Oui. tout à fait. Alors, voilà, il y a aussi des questions justement sur le travail. La question, c'est est-ce que votre employeur était au courant de votre maladie? Et est-ce qu'il est préférable aussi de l'informer du diagnostic? Alors après, ça dépend dans quelle structure vous travaillez, enfin, j'ai envie de dire, chaque cas est particulier. Moi, mon employeur, quand j'ai été embauché, n'était pas au courant. Après, encore une fois, quand je parle des personnes ressources dans le milieu professionnel, c'est pour faire justement un clin d'œil à tout ça, dans le sens où on peut travailler, on n'est pas dans l'obligation de dire, c'est le secret médical. Hein. Le secret médical nous permet de ne pas dire qu'on est atteint d'une maladie, sinon c'est de la discrimination. Hein. Donc, on peut ne pas dire qu'on est malade. Comme quelqu'un qui a le diabète, il ne dit pas à son entretien d'embauche bonjour, je suis diabétique. Donc, de la même manière, la schizophrénie, si vous êtes en rétablissement, vous n'êtes pas dans l'obligation de le dire. Et par contre, après, dans l'exercice professionnel, ce que j'insistais sur ce point-là, il est important d'avoir des personnes ressources, d'autant plus qu'on est malade. Donc, des personnes de confiance, des personnes à qui on peut expliquer nos difficultés et des personnes qui sont au courant de notre situation. Donc, moi, il y a eu mon chef de service qui l'a su très tôt. Il y a eu des collègues manipulateurs radio, des collègues brancardiers qui ont su que j'étais malade. Mais c'est une relation de confiance, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire à tout le monde et n'importe qui qu'on a cette pathologie, vu l'image qu'elle a. Quoi. Donc, si c'est pour être stigmatisé ou relégué voilà, un travailleur de seconde zone, ce n'est pas la peine. Quoi. Donc, du coup, c'est qu'en cas de confiance qu'on peut témoigner de notre situation. Vous avez bénéficié de contrat aidé, puis après vous étiez brancardier, puis après manipulateur radio. Et alors Eric, parce qu'il y a des demandes aussi, excusez-moi, des exemples de différents parcours professionnels. Voilà. Quant à moi, j'ai essayé de travailler en milieu ordinaire sans appui. Ça a été l'occasion d'une rechute, ma deuxième décompensation. Et du coup, j'ai voulu continuer à travailler tout de même, mais en ESAT hors les murs. Alors, un ESAT hors les murs, c'est un ESAT qui place ses usagers dans des entreprises ordinaires avec un suivi professionnel et socio-éducatif important. Je ne me vois pas pour l'instant travailler autrement que de cette façon-là. Voilà. Mon handicap est trop présent actuellement pour travailler en milieu ordinaire sans adaptation particulière. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des relations sociales, on a parlé du travail. Et il y a aussi une autre question justement sur la vie affective. Voilà, il y a une question qui est: avez-vous réussi à vous engager en couple? C'est un peu délicat, mais c'est un peu délicat. Bon, si vous ne souhaitez pas. Non, si, mais... Non, mais je pense que... Enfin, comment dire... j'ai envie de dire, j'ai eu des relations qui n'ont pas duré pour des raisons pour des raisons lambda, on va dire, qui n'ont pas duré parce qu'elles ne devaient pas durer. Et j'ai vécu une relation où l'annonce de la maladie a posé un problème, où clairement, la personne a eu très, très peur. J'ai retrouvé la fille en train de pleurer dans son canapé pendant 1 heure et elle était inconsolable et je pense que ça a complètement dégradé notre relation. Mais encore une fois, je veux garder de l'espoir et du positif. J'ai eu des femmes dans ma vie qui ont été, comment dire, dans le partage et la confiance et qui m'ont témoigné leur soutien, qui m'ont aimé avec la maladie. Et je pense évidemment que c'est possible d'avoir une relation engagée à long terme avec une femme qui est au courant de façon tout à fait transparente de la situation.
Et il y a des femmes avec qui j'ai pu être totalement transparent sur ma situation et ça s'est très bien passé. C'est un beau message. Merci Nicolas. Non. Bien. Si vous voulez bien, on va parler justement, il y a encore d'autres questions, notamment là, venant en fait sur les questions sur le milieu hospitalier, où c'est marqué les personnes pouvant souffrir en fait de la schizophrénie peuvent avoir en fait un comportement comme étrange. Et que pensez-vous de cette remarque? Et en même temps, quelle attitude du personnel soignant qui pourrait être bénéfique pour les patients lors d'une hospitalisation? Et comment le lien peut-il se faire? C'est pour un soignant, ça. Oui, voilà. Tu as envie de... Mais vous, en tant que patient, comment vous souhaiteriez effectivement que cette relation puisse... Entre soignant la relation soignant-soigné. On l'a un peu évoqué. Pour moi, l'idéal, ce serait droit et devoir, en fait. Le droit de chaque personne soignée à être informée, c'est le plus important pour moi. Être éduqué, être informé par les soignants, en fait. Et il faut aussi qu'il y ait un respect de personne à personne. Je sais que ce n'est pas évident quand on est complètement flambé dans un délire, mais je pense qu'il faut réellement respecter la personne avant tout. C'est pas parce que quelqu'un a l'air complètement shooté par les médicaments qu'il n'intègre pas les informations. Moi, j'ai des souvenirs de phrases qui, quand j'étais sous Temesta à forte dose, j'ai des souvenirs de phrases qui m'ont été dites comme si j'étais pas là. C'est pas normal. C'est un exemple parmi d'autres, mais je sais pas si tu as eu d'autres exemples comme ça. Mais... Je veux revenir sur la question de dire avoir des comportements bizarres. Comment on fait si un patient ou un usager a des comportements bizarres et comment on peut soigner quelqu'un qui a des comportements un peu bizarres? Je pense que si vous êtes face à un patient qui a une attitude un peu bizarre, c'est que justement, il n'est pas dans le rétablissement. Enfin, je ne sais pas si tu partages ça, mais s'il n'est pas dans le rétablissement, c'est qu'il est dans les symptômes positifs. S'il est dans les symptômes positifs, c'est les cas que Eric a dit, c'est-à-dire soit c'est des symptômes qui peuvent s'effacer sans traitement. Donc là, c'est la plus grande chance parce qu'il peut revenir à un état normal sans traitement. Soit il a besoin d'un traitement pour revenir à un état normal, ou soit de façon chronique, il sera toujours avec ses symptômes positifs. Mais c'est les 3 cas que Eric a évoqués. Donc, les comportements bizarres dans la schizophrénie, c'est forcément un des 3 cas. Donc, un des 3 cas, c'est dire que s'il y a un rétablissement, vous n'aurez plus à vous confronter à des comportements bizarres. Si la personne est de façon chronique, là, c'est son message d'entrée dans la conversation. C'est les cas les plus difficiles. Donc, c'est des gens qu'on n'oublie pas, c'est des patients qu'on n'oublie pas, c'est des usagers qu'on n'oublie pas. C'est les cas les plus difficiles dans la schizophrénie. Si les symptômes persistent malgré traitement, c'est des cas particuliers de handicap beaucoup plus profonds. Je voudrais dire qu'on ne parle jamais d'eux en conférence. C'est pas... Il faut y penser. Oui, il faut y penser. Ouais. Il faut y penser. Très bien. Alors, donc, pour rester justement dans l'accompagnement, c'est comment accompagner, donc par contre là, en milieu éducatif, c'est-à-dire que sans soignants, juste les éducateurs auprès justement de personnes qui présentent une pathologie psychotique. Est-ce que... Les éducateurs pour accompagner oui. Est-ce que pour vous, c'est la même attitude? Comment vous auriez vu? C'est-à-dire être suivi par un éducateur, mais sans les soins? Non, c'est la demande, c'est comment l'éducateur peut réagir face à un patient qui a... En tant qu'éducateur, en fait, c'est la même question d'un professionnel, mais en tant qu'éducateur. Est-il formé, l'éducateur, déjà? Bonne question. À mon humble avis, je pense qu'on a les éducateurs, ils ont une formation générale. Après, ils sont spécialisés s'ils arrivent en... Parce que l'éducateur spécialisé, ça peut être dans plein de secteurs.
Et du coup, Le monsieur nous répond qu'il n'a pas été pas formé. S'il n'y a pas eu de formation particulière pour accompagner, moi, je pense que, il y a un mot qui me vient à l'esprit, même par rapport à l'ancienne question sur les soignants ou l'éducateur, c'est une relation de confiance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais toute démarche avec un usager, c'est instaurer une relation de confiance. Et donc, c'est-à-dire parole libérée. Si l'usager se dit en ce moment, je ne vais pas très bien, en ce moment, pour l'éducateur, par exemple, je n'arrive pas à faire mes papiers, je n'arrive pas à me motiver. Par exemple, un patient qui serait dans l'apragmatisme total, face à un éducateur, il pourrait lui dire écoute, tu m'as demandé des papiers, mais franchement, j'arrive pas à les trier, je ne sais pas ce qu'il faut prendre, etc. Et pour le soignant de tout à l'heure, c'est pareil. S'il y a des symptômes positifs qui arrivent, ou même le début, c'est ça qui est important, c'est que plus on prend les symptômes précocement, et plus on peut revenir à un état de rétablissement normal. Et c'est ça qui est important. Donc, du coup, c'est toujours le lien de confiance qui est mis en amont, en fait. C'est instaurer une relation de confiance pour pouvoir tout de suite désamorcer une situation qui pourrait dégrader le rétablissement, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'un pragmatisme. Alors, pour vous, comment on pourrait faire justement pour lutter contre cet apragmatisme? Bonne question. Bonne question. C'est vraiment pour moi, c'est le truc, le symptôme le plus handicapant de la schizophrénie, finalement. Ouais, quand on n'est pas dans les symptômes positifs, parce que les symptômes positifs, c'est quand même. Ouais, je veux dire, hors de compensation. Ouais. Le symptôme reste quand même, finalement, de l'apragmatisme. Ouais. Alors, est-ce que c'est une question de volonté? Je ne pense pas. Non, c'est vraiment les symptômes de la maladie. Mais comment accélérer Vous, comment vous avez fait, votre expérience, Eric? Moi, j'ai demandé de la Abilify qui traite un petit peu ce symptôme, mais ça, je ne suis pas tellement sûr. Si. Et puis, la Abilify est un neuroleptique. Hein. Mais il y a assez peu de médicaments, je vous pose la question, docteur, il y a assez peu de médicaments pour ce symptôme. Effectivement, la Abilify en principe effectivement aide justement à avoir beaucoup plus effectivement d'allant. Mais je pense que effectivement le traitement ne fait pas tout. Et c'est pour ça que je pense que votre expérience est précieuse. Je n'ai pas de réponse à donner. Moi, j'ai envie de dire, en fait, moi, je fais souvent le parallèle avec des personnes de la vie, en dehors de cette maladie. Si, par exemple, vous êtes au chômage ou en arrêt de travail et que vous restez chez vous sans activité, sans rien faire, etc., vous allez avoir une perte de motivation, un découragement, avoir du mal à vous lever le matin, avoir du mal à vous motiver à faire votre ménage, avoir du mal. Et en fait, c'est ça, sauf que l'apragmatisme dans la schizophrénie, c'est ça puissance 10. C'est beaucoup plus marquant, mais à mon humble avis, ça répond au même mécanisme. Alors que si vous stimulez l'usager en disant tu as des horaires, tu as des choses à faire, tu as un programme, par exemple, je repense aux exercices qu'on a fait en remédiation cognitive avec un neuropsychologue. Quand vous avez un programme de votre semaine, vous dites tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, vous organisez mieux. Quand vous savez que votre pathologie elle joue sur la concentration et sur la mémoire, vous avez des petits trucs. Par exemple, moi, ce que j'ai retenu de la remédiation cognitive, c'est diminuer les distracteurs externes. C'est-à-dire que diminuer les distracteurs externes, c'est, par exemple, quand vous lisez, vous coupez la musique. Parce que vous avez du mal à vous concentrer. Si vous mettez de la musique en plus, vous n'allez pas savoir lire. Donc, l'apragmatisme serait de dire, j'arrive pas à lire, donc je ne lis pas. Et la motivation qui peut s'instaurer, c'est de dire, comme je suis atteint de schizophrénie, j'ai plus de mal à me concentrer. Du coup, je me mets dans le calme. Et dans le calme, j'arriverai peut-être à lire. Et souvent, ça marche. Des petits exercices comme ça, des petites choses, des petits filons. Et le programme, c'est aussi quelque chose que j'ai fait en remédiation cognitive. J'avais du mal à m'organiser dans ma semaine. Il y avait des choses que je ne faisais pas parce que je ne savais pas quand est-ce que je devais les faire, etc. Du coup, c'est procrastination, on remet tout au lendemain.
Et ben là, je me disais, ben non, tel jour, tu as décidé de passer l'aspirateur, donc tu le fais. Tel jour, tu fais les courses. Tel jour, tu fais ton sport. Tel jour, tu fais ça. Et en fait, du coup, quand vous avez votre semaine organisée, vous sortez de la pragmatisme. Et en fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde, sauf que nous, on a besoin de plus d'efforts. C'est ça. Et votre activité professionnelle vous aide aussi à avoir un rythme. Oui, ça m'a permis d'avoir un rythme quotidien. Très bien. Alors, il y a aussi d'autres questions, notamment par rapport au traitement. Est-ce que, justement, par rapport à la disponibilité donc, cognitive, quelles sont les recommandations? Parce qu'apparemment, donc, une question, c'est dans ma pratique, j'ai souvent du mal à envisager le rétablissement après des années de neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Qu'en pensez-vous? Une personne qui a du mal à envisager le rétablissement. Oui. Et vous demande effectivement quelles sont vos recommandations par rapport à ça. Comment vous avez fait, vous, votre traitement, ça vous... Bah, ça fait écho à ce que je viens juste de dire, en fait. C'est dans le déroulé de notre sujet d'aujourd'hui, on a commencé par la définition du rétablissement. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le rétablissement? Ensuite, on a parlé de la stabilisation et le retour à une vie normale. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à aller au rétablissement, c'est qu'il y a des choses qui nous empêchent au quotidien d'aller sur le rétablissement. Donc, c'est soit les symptômes positifs, soit les symptômes négatifs, soit les deux. Mais en fait, c'est construire en fait son parcours de soins dans la démarche de diminuer tous ces symptômes au quotidien. Et donc, à mon sens, il y a un parcours qui est d'abord le déni, donc sortir du déni. Ensuite, le traitement, très rapidement, peut, ce qui a été mon cas et ma chance, réduire les symptômes positifs. Et ensuite, seulement après stabilisation, on peut diminuer les symptômes négatifs. Mais comme le dit Eric tout à l'heure, c'est ce qui est le plus difficile. Les symptômes négatifs, c'est ce qui traîne sur du très, très long terme. Ça peut prendre 2-3 ans à sortir des symptômes négatifs. On n'a plus d'hallucinations, on n'a plus de symptômes paranoïaques, mais on reste dans un apragmatisme ou un ralentissement qui est difficile, qui nous embourbe au quotidien, quoi. Donc, le rétablissement pour cette personne, c'est déjà avoir conscience de qu'est-ce que c'est que les symptômes, quel est son parcours par rapport aux symptômes, si elle est encore dans le déni ou pas, si elle est sortie des symptômes positifs, si elle est encore dans les symptômes négatifs, et combien de temps va prendre tout ça. C'est ce que... Oui. Alors, il y a une autre question sur le traitement. Est-ce que les injections retard sont plus efficaces que le traitement oral? Pour moi, il est oral, et pour toi, je pense que... alors ça, c'est une grande question parce que moi, j'ai été malade au début des années 2000, enfin 99-2000. J'ai eu mon premier traitement par voie orale et en fait, c'était impossible d'avoir des symptômes positifs et de suivre un traitement. Clairement, hein, quand j'étais en décompensation psychique, vous êtes en décompensation psychique, donc vous avez des hallucinations auditives, vous êtes paranoïaque, vous êtes complètement dans une hygiène de vie déplorable, à dormir, comme je vous avais dit, à dormir le jour, à vivre la nuit, etc. Et on vous dit, vous devez prendre un traitement matin, midi et soir. Alors déjà, le matin, pour vous, c'est midi. L'après-midi, enfin, du coup, c'est un décalage total. Enfin, voilà, et du coup, c'était une observance complètement nulle du traitement. Donc, au moins, moi, quand j'ai eu l'injection, c'était une injection. Au début, c'était une injection tous les 15 jours. Je n'avais pas à réfléchir. Mon médecin donnait un horaire. Vous allez à 15 heures au CMP, vous faites votre injection, et en fait, on le fait, et en fait, c'est fait, quoi. Et du coup, les symptômes, encore une fois, les symptômes positifs disparaissent, et là, du coup, on reprend conscience de son quotidien, et là, on peut démarrer le processus de rétablissement. Donc, pour moi, l'injection est vraiment beaucoup plus facile pour le retour à un rétablissement que Péros, ça peut être un oubli, ça peut être
enfin, justement, j'ai ma cousine qui me dit, déjà, quand on doit prendre des antibiotiques, des fois, on les oublie, on n'arrive pas à les garder jusque pendant les 10 jours qu'on doit les prendre. Bah, imaginez quand vous avez un traitement à vie, enfin, personnellement, c'est mon avis, hein, que le traitement Péros est difficile à suivre sur du très long terme. En tout cas, vous avez des parcours tout à fait uniques. Eric, apparemment, respectait très bien votre traitement. Non, la deuxième décompensation était due à la non-observance. Depuis, maintenant, ça fait plus de 10 ans que je prends mes médicaments tous les soirs. J'avale mes 5-6 pilules tous les jours. D'accord. Donc, c'est chacun... je pense que chacun a son chemin aussi. Ouais, bien sûr. C'est un message qu'on peut donner aujourd'hui aussi. Voilà. Très bien. Alors, il y a une autre question, c'est est-ce que vous avez des prises de poids importantes? Et comment vous avez géré cette problématique? Et est-ce que l'injection fait moins prendre du poids? Que le traitement Péros? Oui. Pour ma part, j'ai pris 20 kilos. 25, moi j'en ai pris 25. Donc, au premier prises neuroleptiques. Bon, les neuroleptiques ne font pas grossir, c'est parce que ça donne une faim terrible en fait. Ça donne un appétit énorme et on mange. Moi, les kilos se sont installés au fur et à mesure des années. Enfin, pas au fur et à mesure des années. J'étais dans un tel état que je ne me suis pas vu grossir. C'est un infirmier, une fois, qui m'a coincé dans le couloir. Il m'a dit « Eric, il va falloir que tu fasses quelque chose, tu deviens énorme. » Et puis, mais c'est étrange. Je ne sais pas si pour toi c'est pareil, Nicolas, mais mon rapport au corps avait complètement changé quand j'étais en décompensation. En décompensation, ouais, bien sûr. J'étais qu'une âme, en fait, si tu veux. Je ne sais pas pour toi si... De toute façon, quand on est en décompensation, en délire psychique, on ne fait pas attention, c'est sûr. Hein. Mais moi, j'ai un parcours aussi, je pense, un peu différent. C'est que quand j'étais en décompensation psychique, j'étais un peu maniaque, même très maniaque. Donc, je mangeais très peu, je faisais beaucoup de sport, j'étais hyper stressé, hyper tendu. Donc, j'ai fondu. J'ai perdu, je suis tombé à 63 kilos pour 1m85. Quoi. Donc, j'étais vraiment tout maigrichon. Et en fait, là, pour répondre à la personne, c'est que ce soit Péros, oral ou en injection, on prend tous du poids, quasiment. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement comme pour tout le monde. Il faut faire du sport, manger plus de légumes, manger moins sucré, manger moins gras. C'est exactement les mêmes recommandations que pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors oui, il y a une autre question, c'est que est-ce que vous avez actuellement toujours un traitement en cours, même si vous êtes rétabli? Moi, oui. J'ai repris un traitement et je suis content. En fait, c'est bizarre de dire ça, mais je suis content d'avoir retrouvé un traitement qui fonctionne, que j'ai plus de symptômes positifs, que j'ai encore un peu de symptômes négatifs dans le sens où la motivation, c'est toujours quelque chose qu'on doit travailler tous les jours. Hein, c'est jamais gagné non plus de ce côté-là. Donc, voilà. Je suis content d'avoir trouvé un autre traitement qui fonctionne et je pense que c'est le plus important quand on a cette pathologie, d'avoir au moins un traitement qui nous élimine au moins les symptômes positifs. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Mais... Moi, je pense que le traitement fait la différence sur le rétablissement et la guérison. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Une guérison, si je m'estimais guéri, je ne prendrais pas ce lourd traitement qui m'est imposé tous les jours. C'est pour ça que je dis rétabli, ça me convient. Oui, le rétablissement, moi aussi, ça me convient très bien. Parce que moi, j'avais programmé une diminution jusqu'à l'arrêt de traitement, qui a été programmée jusqu'en 2017. C'est ce qui m'a fait décompenser. Et maintenant, je suis résigné, en fait, dans le sens où je me suis dit, tu ne peux pas vivre sans traitement. Le médecin d'Armentières qui m'avait pris en charge à l'époque avait peut-être cru que j'allais être guéri. Donc, guérison sans traitement. Mais en fait, non, j'ai besoin d'un traitement certainement à vie, parce que quand je ne prends pas de traitement, je décompense. Très bien. Alors, il y a une question aussi. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que les antipsychotiques? C'est une bonne question, ça.
Est-ce qu'il y a des autres solutions que les antipsychotiques? Alors, c'est là. Il existe des gens qui arrivent à vivre sans. Genre, je pense aux entendeurs de voix, par exemple, une association. Ouais. Mais pour ma part, je ne vois pas. Très bien. Alors, moi, j'ai vu un reportage d'Arte où c'est un peu le principe des entendeurs de voix. Ça se passait surtout au Royaume-Uni, en Angleterre, où c'était des patients qui disaient qu'ils pouvaient vivre en entendant des voix et que ça faisait partie de leur quotidien et qu'ils intégraient ça de façon normale et que pour eux, c'était peut-être même un atout parce que c'était une différence qui était notable et qu'ils pouvaient en faire quelque chose. Et donc, il y avait des études même faites. C'était, dans le reportage, on voyait des scientifiques qui étudiaient les voix que ces patients entendaient, etc. Et ça allait loin dans les études et tout. Mais moi, personnellement, je préfère largement vivre sans entendre de voix qu'en entendant des voix. Donc, voilà. Chacun son choix. Ouais, chacun son Alors, choix. il y a aussi des suggestions comme toutes les thérapies alternatives, la spiritualité, la méditation, et aussi, en fait, quelqu'un aussi a suggéré, en fait, avoir un animal de compagnie, la zoothérapie. Qu'en pensez-vous? Ce qui me freine un peu dans, par exemple, la zoothérapie, c'est que quelqu'un ou un être dépend de moi, en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est compliqué c'est compliqué pour moi. Aussi. En quoi c'est compliqué? En quoi c'est compliqué? C'est une responsabilité que j'arrive pas à prendre pour l'instant. Moi, je suis pareil. Je suis exactement pareil. Sur ça, la responsabilité d'avoir un chien, un chat, à faire attention à ce qu'il fait, à faire attention qu'il aille bien, etc. Et tout. Voilà. Après, sur ce qui est méditation, spiritualité, ces choses-là, j'ai envie de dire, c'est comme tout le monde. Moi, la méditation, je l'ai fait dans le cadre du CMP avec la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quelque chose qui se pratique de façon démocratique dans toute la France, dans le monde entier, et la méditation est bien vue pour ses effets positifs. Donc, quand on est atteint de schizophrénie, ça nous aide aussi. Quand on parle de spiritualité, évidemment qu'on a besoin de nourrir son esprit. Ça peut être un très bon livre, ça peut être un auteur, un réalisateur qu'on aime bien, ça peut être dans la culture générale. Je pense qu'on est comme tout le monde. Comme tout le monde, on a besoin de nourrir son esprit par des choses intéressantes. Je pense par exemple à une activité du CMP qui est découverte de la cité. Et ils vont dans les musées on va dans les musées plutôt. Et je pense que c'est comme tout le monde. On a besoin de se cultiver, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin d'activités comme tout le monde. Très bien. Alors, il y a une question sur la formation. Pensez-vous qu'il est important que chacun des professionnels du champ de l'accompagnement soit formé à ces accompagnements spécifiques? Ou bien sensibiliser, je dirais. Je pense que c'est très important et qu'en fait, on va le dire franchement, la psychiatrie est le parent pauvre de la santé. Oui, bien sûr. Malheureusement, on voudrait avoir un peu plus d'importance dans les formations, qu'ils soient sociales ou même des médecins généralistes, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Oui, je pense. Après, en 20 ans, l'image de la psychiatrie a quand même évolué. Ouais, parce que quand nous, on a connu la psychiatrie il y a 20 ans, c'était encore autre chose. Mais je peux me souvenir de moi, avant d'être malade, l'image que j'avais de la psychiatrie. C'est-à-dire que j'avais une image très sombre, très noire, très négative. Alors que la réalité, quand j'étais patient, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que tu t'imaginais. Et je pense qu'il y a un monde entre ce que le grand public pense de la psychiatrie et ce qu'elle est réellement, quoi. Je pense qu'il y a un grand écart entre les deux. On va dire, mis à part quelques cas extrêmes, c'est des monsieur et madame tout le monde. Oui, c'est des monsieur et madame tout le monde, tout à fait. Tout à fait. Le seul point commun entre chaque, c'est qu'ils souffrent. En fait. Mais comme toute maladie, en fait. Exactement. Alors, justement, la stigmatisation. On a une heure?
Ça dépendra des participants. Ils nous suivent toujours. Stigmatisation, c'est un combat. Nicolas, je pense qu'il il mène aussi avec moi. Bien sûr. Hein. Ouais. C'est un poids. Ça commence à diminuer un petit peu, mais c'est un poids qui est sur nos épaules. Le fou dangereux, c'est terrible. C'est vraiment très. Moi, ça me révolte, honnêtement. Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un parallèle entre, par exemple, quand on parle de maladie psychique, il y a la dépression qui est tout à fait limite devenue banale. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit j'ai fait une dépression, vous dites bah oui, c'est quelque chose de connu, il n'y a pas de souci, une dépression ça arrive, etc. Alors que la schizophrénie, c'est vraiment la maladie du fou. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est la maladie du fou. Quand vous êtes schizophrène, vous êtes fou. Ça n'a rien à voir avec la dépression. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, c'est sur le même pied d'égalité dans la psychiatrie, dans le sens où c'est des pathologies, certes différentes, mais c'est une pathologie qui se traite, qui aujourd'hui, on a quand même du recul. On n'est plus dans les années 50 où c'était les camisoles de force et tout le monde enfermé dans des... Voilà, non, c'est maintenant, aujourd'hui, on peut vivre, s'intégrer dans la société, avoir une vie qui se passe bien, épanouie, en étant schizophrène. Et moi, c'est le message que j'ai envie de donner, c'est pour déstigmatiser la schizophrénie, c'est si ça tombe dans votre entourage, vous avez un schizophrène qui travaille avec vous ou qui vit sa vie normalement et vous n'êtes même pas au courant qu'il est schizophrène. 1% de la population mondiale est schizophrène. 1%. Oui. Ouais. Donc 1%, c'est énorme. 1% de la population mondiale, c'est énorme. Très bien. Alors, il y a aussi une autre question qui, a priori, un peu en dehors de contexte, mais voilà, il y a une question, c'est que pensez-vous de la contention physique pour gérer une crise? Est-ce que vous avez d'autres alternatives? Ah bah, je sais ce que je viens de dire. Allez-y. Camisole de force. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose là-dessus? La contention physique, donc bah, après, moi je pense que tout ce qui est contention physique, c'est la vieille école, c'est-à-dire que c'est une école qui est un peu dépassée. Moi personnellement, en 2003, quand j'étais dans le déni total et que ça s'est très très mal passé, j'ai dû être hospitalisé en HDT. HDT, c'est hospitalisation en demande d'un tiers. Donc, je n'étais pas consentant pour être hospitalisé. Du coup, j'ai fait une esclandre à l'hôpital. Du coup, on m'a chopé dans les couloirs. On m'a assommé avec de l'aldol, un neuroleptique ultra puissant. On m'a mis dans un lit, contention, bras, jambes. Enfin, vraiment quelque chose d'horrible. Et j'ai eu des excuses par la suite par le personnel soignant de l'hôpital psychiatrique d'Armentières en disant on n'aurait jamais dû te faire ça. Dans le sens où c'est hyper traumatisant de se retrouver attaché pieds et poings dans un lit contentionné sur le dos, bloqué. Et ils ont dit non, c'est ce qu'on faisait peut-être avant parce qu'on n'avait pas conscience du choc que ça peut créer aux patients. Mais maintenant, c'est des choses qui se font de moins en moins. On peut éviter un maximum ce genre de contention physique qui sont hyper traumatisantes. Moi, je me vois encore pleurer dans le lit en priant, en me demandant ce qui se passait, qu'est-ce que j'avais fait pour en arriver là, quoi. C'était vraiment un choc. Et mon infirmier, Jean-Michel, à l'époque, m'a dit franchement, Nicolas, on s'excuse pour ça parce qu'on n'aurait pas dû en arriver là. Voilà, c'était juste une incompréhension qu'il aurait fallu peut-être m'expliquer un peu plus et prendre un peu plus de temps. Mais là, dès le premier jour, être contentionné dans un lit, c'est un peu violent quand même. Hein. Moi, je n'ai pas connu la contention, mais je voudrais simplement passer un message s'il y a des soignants. Même le pire des moments où on flambe et tout ça, on garde des souvenirs. Et ces souvenirs sont parfois traumatisants. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est... Moi, j'ai connu le Temesta à forte dose, mais c'est pas parce qu'on n'a pas l'air là qu'on n'est pas là. Oui, tout à fait. Voilà. Toujours la mémoire qui fonctionne, on se rappelle de ce qui se passe et on se rappelle. C'est des traumatismes, il faut le dire. C'est traumatisant. Bien, on va passer à un sujet un plus... comment dire, joyeux, si je puis dire. Il y a une question qui vous demande en fait de préciser un peu ce que vous faites en ESAT hors les murs. Alors, un ESAT hors les murs, c'est un ESAT qui place ses usagers
sont des entreprises ordinaires. Alors, pour ma part, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans une bibliothèque, il y a des gens qui travaillent dans une épicerie solidaire. Pour moi, je travaille dans une école d'éducateurs spécialisés. Et vous êtes à temps partiel? Je suis à temps partiel à raison de 16 heures par semaine. Bien. Il y a des suivis très intéressants au niveau socio-éducatif et professionnel, sachant qu'ils sont très pros dedans. Bien. Alors, l'heure tourne. Et donc, je voudrais demander, pour conclure, il y a une question, c'était d'écrire votre expérience en 3 mots. Chacun d'entre vous. En 3 mots, l'expérience de la maladie en 3 mots. Votre expérience aussi du rétablissement. Du rétablissement aussi, c'est vrai, c'est Oui. le rétablissement le sujet. Je vais faire dans l'original. Espoir, espoir, espoir. Merci Eric. En 3 mots, moi je dirais acceptation, acceptation, donc sortir du déni, rétablissement et épanouissement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes prêts encore à répondre à une question et après on va conclure. Une participante nous demande, doit-on pousser un jeune de 20 ans vers des activités même s'il dit ne pas être prêt et repousse toujours à plus tard le projet de faire quelque chose? C'est le fameux pragmatisme, encore une fois. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis convaincu que la stimulation, c'est ce qu'il y a de mieux pour sortir de la pragmatisme. Alors, surtout quand on a 20 ans. Donc, structurer l'hygiène de vie, hein, c'est-à-dire se lever à des heures convenables, manger à des heures convenables, manger convenablement et faire des activités, ça fait partie c'est fait partie de l'équilibre de vie. Mais je reviens toujours sur la même phrase, mais c'est un peu comme tout le monde, en fait. C'est juste que c'est plus marqué parce qu'on est malade, mais c'est comme tout à chacun. Et ça prend un peu de temps. Voilà, ça prend plus de temps et puis c'est peut-être plus lourd parce qu'on est malade, mais si vous dites à quelqu'un, tu ne vas rien faire de tes journées, tu vas rester chez toi, tu n'as pas d'activité, tu n'as rien, tu n'as machin, bah, la personne, elle va être dans la pragmatisme total. Et ce jeune de 20 ans, c'est la même chose. C'est une simulation, Ouais. une dynamique à avoir, en fait, finalement. Voilà, c'est ça. Et, je dirais que c'est important de pousser parce que c'est des années qui sont perdues. Parce que Surtout quand on a 20 ans. c'est dommage. Parce que, quand je revois mon parcours depuis 20 ans, j'ai quand même repris des études, j'ai travaillé, et tout ça dans la maladie. Hein. J'ai commencé à être malade à 18 ans, et ça ne m'a pas empêché, entre 20 et 30 ans, d'avoir une vie tout à fait épanouissante. Donc, ce jeune, même si aujourd'hui il est malade, il peut très bien être établi et puis être épanoui s'il reprend des activités professionnelles, scolaires, universitaires, des activités qui le branchent, même le sport, plein de choses, quoi. Et à 20 ans, on a toute la vision en soi, donc encore plus. Merci beaucoup. En tout cas, Je vous en ce prie. fut une demi-journée riche en enseignements, intense en interaction et porteuse d'espoir, hein, grâce au charisme de Nicolas et d'Éric, la qualité aussi de votre intervention. Et aussi, merci beaucoup aux participants de votre active participation. Donc, nous espérons que ces ressentis sont partagés avec vous tous. Et un grand merci à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'autres événements du CREPSI des Hauts-de-France, notamment celui à venir, j'ai fait un peu de publicité, en date du vendredi 19 mars 2021 de 14 à 16 heures, sur le thème de handicap psychique et médecin généraliste, comment mieux se comprendre. Donc, il s'agira en fait d'une intervention avec Eric Schaeffer, donc, que vous connaissez déjà, et du docteur Cornobis, médecin généraliste.
Donc, il vous propose en fait de faire le point sur cette relation si importante dans la vie d'un patient pour que les consultations entre médecins généralistes et les personnes concernées par le handicap psychique ne soient pas des rendez-vous manqués. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site internet du CREPSI. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.